Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 273 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous êtes bien accrochés aujourd'hui parce qu'on va tacler un sujet super important et je sais qu'il vous parle parce que vous avez été énormément à me poser la question en message privé sur les réseaux sociaux, par email ou même de vive voix, encore plus suite à mon épisode débrief sur le lancement de la BSB Academy dans lequel je vous partage que je n'ai pas tout à fait atteint mes résultats pour le gros lancement de cette année. Je vous explique pourquoi on fait l'analyse ensemble dans cet épisode. Je vous remettrai le lien en description de cet épisode de podcast si vous souhaitez aller l'écouter. Mais du coup, vous avez été beaucoup à m'envoyer un message en mode Ali, on a compris ce qui s'était passé, mais est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de vendre en 2024 ? Et ça, c'est vraiment la question que j'entends partout en ce moment, mais surtout la question qui, je trouve, revient chaque année depuis 2021, depuis la sortie du Covid en fait. C'est-à-dire qu'en 2021, tout allait bien, puis en 2022, on m'a dit « Oh mais Aline, c'est plus compliqué de vendre en 2022, tu trouves pas ?» En 2023, on m'a dit « Oh mais Aline, j'arrive pas à vendre, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'économie ?» Et etc., etc. Et 2024, du coup, ne fait pas défaut à la règle. Est-ce que c'est difficile de vendre en 2024? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant? Est-ce que c'est moins difficile qu'avant? Qu'est-ce qui se passe? Et encore une fois, avec mes ventes de ce début d'année 2024, dont particulièrement ce fameux lancement de la BSB, j'ai pu faire plein d'observations intéressantes que j'ai envie de partager avec vous dans cet épisode. Mais avant ça, comme d'habitude, et comme j'aime bien prendre le temps de le faire de temps en temps, petite dédicace à l'un d'entre vous, en l'occurrence l'une d'entre vous, qui a pris le temps de laisser un avis et une note sur sa plateforme d'écoute de podcast. Aujourd'hui, on fait un petit shout-out à Clem Sofro qui nous dit « Ce podcast est une pépite, les BDF, c'est mon coup de boost matinal et le format plus long du lundi m'accompagne sur mes pauses déj et nourrit mon mindset. Un petit conseil pour les copains entrepreneurs, quand vous avez un coup de mou, un podcast The Bee Boost et ça repart. » Merci beaucoup Clem pour ton commentaire et merci à tous ceux qui prennent quotidiennement la peine et le temps de laisser un avis, un commentaire. Vous savez que c'est ça qui fait vivre ce podcast, donc un immense merci pour ça. Du coup, back to business, on en revient à notre sujet du jour. Est-ce que c'est plus difficile de vendre en 2024 ? Eh bien la réponse, sans suspense, c'est oui. Oui, je trouve que c'est le cas, personnellement. On va voir toutes les raisons de pourquoi, je vais vous partager toutes mes analyses, mais pour vraiment vous donner un élément de réponse, oui, je trouve que c'est plus difficile de vendre en 2024. Et c'est quelque chose que j'observe chez tout le monde en ce moment. Que ce soit des grosses startups, que ce soit des entrepreneurs de formation en ligne comme dans mon secteur, que ce soit des personnes qui se lancent tout juste, oui, c'est plus difficile de vendre en 2024 vs 2021 ou encore 2022. Évidemment, dans tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, y compris dans ce fait de c'est plus difficile de vendre, il y a des contre-exemples. On trouvera toujours des contre-exemples et bien heureusement, parce que c'est des personnes vers qui on peut se tourner, où on peut regarder, on peut se questionner sur qu'est-ce qu'ils font de différent, qui font qu'eux, ils décollent alors que nous, on galère un peu. Mais en tout cas, de manière globale, oui, j'observe que c'est plus difficile de vendre en 2024 que les années précédentes. Ou, en tout cas, et là je complète ma réflexion avec déjà un premier élément de réponse, c'est plus difficile de vendre en 2024 si on continue à se comporter comme si on était en 2021 ou 2022. Je vous explique avec une petite anecdote. À la suite du lancement de la BSB Academy qui date du mois d'avril dernier, comme à la fin de chaque lancement, on a organisé un débrief avec l'équipe The Bee Boost où on se posait plein de questions. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on pense des résultats? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire de différent? Qu'est-ce qu'on a aimé? Qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux la prochaine fois? Etc. etc. Et sauf que c'était une dynamique très particulière parce que c'est la première fois qu'on fait un débrief où on n'a pas vraiment atteint nos objectifs et on dit, bon, on est quand même très contente parce qu'on parle de plus d'un demi-million d'euros hors taxe de chiffre d'affaires. Donc c'est quand même un très beau résultat, mais qui est quand même bien inférieur à ce qu'on avait pu faire en 2023 et en 2022. Et en fait, à ce moment-là, on avait une question à laquelle on devait toutes répondre. Donc, on répondait aux questions, puis on débriefait sur nos réponses respectives. Et la question que j'avais posée aux filles de l'équipe et à laquelle je répondais également moi-même, c'était quels sont les 3 enseignements que vous aimeriez qu'on garde en tête pour la suite du business, donc pour la suite de The Bee Boost sur le second semestre de 2024, 2025 et les années à venir. Et en répondant à cette question, j'ai noté un élément qui a été une de mes prises de conscience et qui, je sais, a aussi beaucoup résonné auprès des filles de l'équipe. Et cet élément de réponse, c'était il faut que je garde en tête qu'on n'est plus en 2021 ni en 2022 et qu'on ne peut plus ni communiquer ni se comporter comme
dans le The Bee Boost de 2022. Et ça paraît logique, quand je le dis comme ça paraît être du bon sens, mais je me suis rendu compte que j'avais tendance à beaucoup itérer sur de l'existence, sur des stratégies que je faisais il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et même moi, je me comportais en termes de mindset, de leadership, de management, de manière dont je crée du contenu, comme si j'étais toujours en 2022, sachant que 2022, ça a été un petit peu l'âge d'or de The Bee Boost. C'est l'année où on a fait un lancement à 7 chiffres, où tout s'était bien passé. Du coup, je me raccrochais un petit peu à ça. Sauf que ça a eu le défaut des qualités, c'est-à-dire que je me suis raccrochée à des stratégies qui avaient fait leurs preuves. Mais 2 ans plus tard, encore plus dans un milieu très digital comme le mien, en fait, ces stratégies ne sont plus vraiment pertinentes. Certaines deviennent obsolètes, certaines manières de créer du contenu ne sont plus du tout d'actualité. Et je pense que ça a contribué au fait que j'ai trouvé plus difficile de vendre en 2024 parce que je me rattachais et je continuais à me comporter comme si on était encore en 2022. Alors que du coup, c'est pas du tout la bonne stratégie. En tout cas, c'est pas ce que je vous recommande aujourd'hui. Donc ça, c'était pour la petite anecdote et ma première prise de conscience. Pour continuer à dérouler cet épisode, je l'ai construit autour de 3 axes. Parce que pour évaluer notre faculté à vendre en tant qu'entrepreneur, est-ce que c'est dur, est-ce que c'est pas dur et sur quoi je m'appuie pour dire ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, j'estime qu'il y a 3 grands piliers à avoir en tête et à prendre en considération. Le premier pilier, c'est l'économie actuelle du pays dans lequel on se positionne. Et je vais tous les détailler ensuite après. Donc, l'économie actuelle du produit dans lequel on se positionne. Le second pilier, c'est le marché. Quand je dis marché, j'entends concurrence, tendance et comportement client. Et le troisième pilier, c'est la responsabilité de l'entrepreneur au sein de son business. Et j'ai eu envie du coup de détailler cet épisode de podcast autour de ces 3 piliers pour comprendre qu'est-ce qui fait que c'est dur ou pas dur de vendre et surtout quels sont les piliers, les axes sur lesquels nous, entrepreneurs, chefs d'entreprise à la tête de nos business respectifs, on peut jouer pour augmenter, pour améliorer notre capacité à vendre. Parce qu'il y a des choses qui sont de notre ressort, il y a des choses qui ne le sont pas, mais fort heureusement, il y a beaucoup plus de choses qui sont de notre ressort. Donc, commençons par l'économie. Évidemment, le contexte économique du ou des pays dans lesquels on souhaite vendre va jouer sur notre capacité à vendre. Si demain, vous cherchez à vendre dans un pays qui est en crise, en guerre, en récession ou avec des décisions politiques qui passent mal ou des choses comme ça, évidemment, ça peut être potentiellement plus compliqué à vendre. Tout ce que je dis est à mettre dans le contexte de votre business, de ce que vous vendez, de ce que vous proposez, bien évidemment, mais l'économie va quand même jouer. Si à un moment on est en grosse période de crise financière, de récession ou quoi, forcément, les budgets vont être plus serrés. Si on est en période d'inflation extrême, les dépenses vont être moins importantes dans les foyers et donc c'est des éléments à prendre en compte, nous, en tant qu'entrepreneurs. Et mon gros sujet quand je vous parle de l'économie, c'est n'utilisez pas l'économie comme une excuse pour dire: «Ah mais ça vend pas, c'est parce que c'est la crise. Ah mais ça vend pas, c'est parce que c'est l'inflation et les gens, ils ont plus d'argent» et cetera. Mais juste prenez cet aspect en considération en vous disant: «Qu'est-ce que je peux faire moi pour m'adapter à l'économie?» Exemple tout simple, aujourd'hui, si vous constatez ou vous dites: «OK, c'est bon, mes clients, ils ont moins d'argent parce que inflation, parce que, crise ou quoi que ce soit», peut-être que c'est l'opportunité pour vous de créer un petit produit ou quelque chose de très abordable qui va quand même pouvoir générer du chiffre d'affaires chez vous, sans que vous ayez constamment l'objection de: «C'est trop cher». C'est une suggestion évidemment à adapter en fonction de votre contexte, de votre business, de ce que vous vendez et cetera. Je veux encore une fois pas que: «Non, mais c'est la crise, donc c'est pour ça que je vends pas, point». Encore une fois, on cherche l'opportunité dans le problème et ça, c'est un truc que je répète tout le temps à mes élèves de la BSB cette année. Elle est où l'opportunité dans le problème? S'il y a un problème économique, c'est quoi l'opportunité dedans? Comment est-ce que vous pouvez le transformer en opportunité pour votre business? Donc, ce n'est pas un élément, l'économie, à prendre comme excuse, mais l'idée, c'est pas non plus de passer à côté parce que, bien évidemment, ça joue. Et là, je reviens un peu sur ce que j'ai pu vous dire il y a 2 ou 3 ans où j'étais la première à dire: «Non, mais on s'en fout de l'économie, il faut pas l'utiliser comme excuse, on a plein de leviers qu'on peut actionner en tant qu'entrepreneur», c'est vrai. Mais aujourd'hui, je me rends compte aussi que oui, évidemment, l'économie joue un petit rôle. Un rôle sur lequel on peut avoir un effet de levier à un certain niveau, mais il y a quand même un rôle indéniable. Voilà, donc ça, c'était pour le pilier de l'économie. D'ailleurs, je les ai classés du moins actionnable, du pilier sur lequel on a le moins la main mise, à celui où on a le plus d'opportunités. Donc le premier, c'était l'économie. Le second, c'est le marché. Et quand je dis le marché, ça englobe la concurrence, les tendances actuelles et les comportements de vos clients. Il faut savoir que votre marché évolue constamment, mais constamment. Que ce soit par la concurrence. Tous les ans, vous allez avoir de nouveaux concurrents qui vont popper sur votre marché. Tous les ans, vous allez avoir de plus en plus de concurrence parce que, par définition, un marché, il grossit, il mûrit, il arrive à maturité.
Après, il commence sa période de déclin, etc. Mais chaque année, c'est normal d'avoir de plus en plus de concurrence. Alors, je sais que certains d'entre vous adorent parler, enfin, je dis certains d'entre vous, mais moi aussi, j'utilise ce terme, adorent parler de saturation du marché. Ah, mais mon marché, il est saturé, il y a trop de personnes, etc. Je sais que personnellement, j'ai un peu de mal avec ce concept parce que oui, chaque année, il y a de plus en plus de concurrents qui font la même chose que vous. Si vous avez eu la chance d'être un précurseur dans un domaine, fort à parier que pendant peut-être 1, 2, 3 ans maximum, c'était le cas, mais si vous avez une bonne idée, au bout d'un moment, c'est normal qu'il y en ait plein qui copient. Je veux dire, on ne reste pas tout seul dans son marché indéfiniment, en tout cas pas quand c'est un bon marché. Donc, on adore parler de saturation du marché, mais ce qui me plaît moins dans ce concept, c'est que ça sous-entend qu'il y a un gâteau et de plus en plus de personnes qui essayent de prendre une part du gâteau. Sauf que j'estime que plus un marché a de la concurrence, plus c'est un marché qui se démocratise aussi, et donc plus le gâteau grossit en même temps que le nombre de personnes qui veulent prendre une part. C'est-à-dire, par exemple, que si vous vous lancez dans l'intelligence artificielle il y a 3 ans, il y avait très peu d'acteurs sur ce marché. Donc il y avait beaucoup plus de place à prendre. Mais c'était un marché très niche qui était encore très peu démocratisé. Aujourd'hui, il y a 1000 personnes qui font de l'intelligence artificielle, mais il y a également 1000 fois plus d'opportunités et de demandes parce que c'est quelque chose qui s'est vulgarisé, qui s'est démocratisé énormément, tout particulièrement ces 18 derniers mois. Donc, parler de saturation du marché, oui, si vous voulez, j'ai quand même la sensation que plus il y a de concurrents et donc plus le marché est entre guillemets saturé, plus en fait le gâteau a grossi en même temps parce que les efforts d'éducation, les efforts d'évangélisation de vos concurrents ou de vous-même portent leurs fruits et du coup le marché grossit aussi d'année en année. Donc, est-ce qu'il y a des marchés plus saturés que d'autres, sous-entendu avec plus d'acteurs, plus de concurrence que d'autres? Oui, bien évidemment, mais pareil, n'utilisons pas la saturation du marché comme étant une excuse sur le fait de ne pas vendre, mais plutôt sur une opportunité pour se différencier différemment. Se différencier différemment, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez compris l'idée. Et n'oubliez pas aussi que votre concurrence façonne le marché. Si vous avez tous vos concurrents qui commencent à faire certaines choses, certaines pratiques, à proposer certains types d'offres, ça va participer à l'éducation de vos clients. Donc, votre concurrence vous rend service aussi parce qu'il contribue à l'éducation de votre marché et à la vulgarisation de ce que vous pouvez proposer. Donc, premier levier, premier pilier sur lequel votre marché évolue, c'est la concurrence. Et là, la question à vous poser, c'est constamment de vous demander qui sont les nouveaux acteurs de mon marché, qui sont les nouveaux concurrents directs, c'est-à-dire qu'ils font exactement la même chose que moi, ou même les concurrents indirects. Les concurrents indirects, ce sont des solutions alternatives que vos clients utilisent quand ils ne savent pas que vous existez. Par exemple, si demain, je ne sais pas que les ostéopathes existent, bah, je vais peut-être aller voir un kiné, je vais peut-être aller voir un médecin, je vais peut-être tenter de suivre des vidéos YouTube pour m'étirer là où j'ai mal dans mon dos. Donc ça veut dire que les kinés, les médecins et les vidéos YouTube sont de la concurrence indirecte des ostéopathes parce que je ne sais pas que le terme ostéopathe ou que le métier ostéopathe existe. Donc, encore une fois, je reboucle sur la question de la concurrence, l'idée de vous demander constamment qui sont les nouveaux concurrents, à quoi ressemble le marché et surtout que font-ils de similaire ou de différent de moi qui pourrait avoir un impact sur le marché. Et ça, c'est très facile à suivre. Je ne vous demande pas de faire de l'espionnage industriel ou quoi, mais juste de faire un petit peu de veille sur la manière dont vos concurrents communiquent. Abonnez-vous à leur compte Instagram, abonnez-vous à leur newsletter, suivez un peu ce qu'ils font en ligne, les événements auxquels ils participent, etc. Toujours dans votre marché, il y a aussi la notion de tendance. Donc on avait la concurrence, là on a la tendance. Il y a toujours des nouvelles tendances qui pop, soit de manière temporaire comme un effet de mode, soit de manière permanente. Et en apprenant à détecter les nouvelles tendances de votre marché, vous allez pouvoir rester compétitif, vous allez pouvoir rester concurrentiel. L'exemple très simple, mais que je peux vous citer, qui a quand même révolutionné énormément d'industries très récemment, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Si vous ne suivez pas les nouvelles tendances sur votre marché, ça va être dur pour vous de continuer à vendre et surtout de rester à la page, de rester moderne et de rester concurrentiel. Donc, l'idée pour vous est, comme pour la concurrence, de faire de la veille, de rester alerte et attentif et surtout de faire évoluer votre business et vos offres au fur et à mesure des tendances. Ça veut aussi dire apprendre à avoir un œil critique sur quelles sont les tendances dont je peux m'inspirer ou que je peux même carrément implémenter dans le business qui vont m'aider pour la suite, par exemple l'intelligence artificielle, ou quelles sont les tendances slash effets de mode qui débarquent d'un coup, qui déboulent sur le marché, mais où je me dis quand même que ça ne me concerne pas ou que ça ne me semble pas un bon exemple à suivre. Exemple, les NFT. Encore une fois, les NFT, on en pense ce qu'on veut. Moi, j'ai vu le truc débarquer. Je me suis posé la question de est-ce qu'il y avait une manière dont je me voyais l'utiliser dans ce Beboost qui était aligné avec ma vision, mes objectifs, mes valeurs, etc. La réponse était non. Du coup, j'ai passé l'opportunité. Sur le moment, j'ai eu une grosse FOMO parce que tout le monde montrait ça comme si c'était le nouveau Graal pour les entrepreneurs digitaux.
Et en fait, finalement, je suis très contente de ne pas avoir donné suite. Donc, tout au long de votre vie entrepreneuriale, vous allez voir plein de tendances passer et vous allez avoir beaucoup de FOMO. La FOMO, c'est la peur de manquer une opportunité. Vous allez vous dire, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je ne dois pas y aller? Est-ce que ça pue? Est-ce que ça pue pas? Etc. L'idée est d'exercer votre œil critique et de vous dire, est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est aligné avec mes valeurs? Est-ce que c'est aligné avec mes objectifs? Est-ce que je peux en faire quelque chose qui va soit m'aider à atteindre mes objectifs plus rapidement, soit rendre meilleurs mes offres, mes services et la manière dont je construis et dont j'agis dans mon business. Et parfois, c'est dur de trancher, mais là, ma recommandation, c'est faites confiance à votre intuition. Donc, il est important de suivre les tendances de votre marché pour ne pas louper d'opportunités, ni encore moins louper de virages, comme potentiellement avec l'intelligence artificielle, pour reprendre mon exemple. Faites évoluer votre business au fur et à mesure des tendances, sinon vous allez devenir au bout d'un moment obsolète, et là, ça va être de plus en plus compliqué de vendre. Et enfin, donc on est toujours dans notre partie étudier son marché pour arriver à vendre et avoir toujours autant de facilité à vendre. Le dernier levier à l'intérieur du marché, on a parlé de la concurrence et des tendances, c'est le comportement de vos clients. Il est hyper important que vous étudiez sans cesse les moyens de vos clients de consommer dans votre thématique. Ça va changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des tendances, au fur et à mesure de l'évolution de votre industrie, de votre secteur aussi, mais ça change. Sauf que si ça change et que vous ne suivez pas le mouvement, pareil, vous risquez de devenir obsolète. Je dis n'importe quoi, mais mettons que demain, je vende des sachets de thé, et puis au cours d'une année, les gens se mettent à acheter du thé solide qui se dissout dans l'eau avec une petite cuillère. Et tout le monde commence à acheter ça. Et du coup, là, si moi, j'ai pas détecté ce changement de méthode de consommation, bah, je risque de me trouver obsolète. Ou alors, je peux aussi le transformer en opportunité. Mais dans ce cas-là, il faut quand même que je le justifie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les comportements de vos clients, leur méthode de consommation dans votre industrie va changer. Autre exemple, les formations en ligne. Il y a quelques années, les formations en ligne qui étaient très longues, avec énormément de contenu, etc., c'était ce qui se vendait le mieux parce que les gens voulaient en avoir pour leur argent. Sauf qu'aujourd'hui, on observe qu'il y a un changement dans la manière de consommer des formations qui est énorme. Aujourd'hui, tout le monde a au moins acheté une formation dans sa vie, c'est quelque chose qui s'est énormément démocratisé, mais les gens, ils n'ont plus le temps. On n'est plus dans le Covid, on n'est plus en sortie de Covid, ils n'ont plus le temps de consommer des centaines d'heures ou des dizaines d'heures de contenu. Au contraire, ils sont pour acheter des formations en ligne, mais il faut que ce soit rapide, il faut que ça aille droit au but et il faut que ça génère des résultats rapidement. Et donc avoir des bibliothèques d'expertise qui durent des heures et des heures et des heures, c'est quelque chose qui les attire de moins en moins, voire même qui les rebute parce qu'ils ont l'impression que ça va leur prendre énormément de temps, tant qu'ils n'ont plus aujourd'hui. Donc encore une fois, étudiez la manière dont les gens consomment et ce à quoi ils s'attendent dans votre secteur, dans votre industrie. Et si jamais vous voyez qu'il y a un changement et que vous, de votre côté, vous décidez de ne pas suivre ce changement, parce que ça, encore une fois, ça ne vous correspond pas en termes de valeurs, d'éthique, d'objectifs business aussi, c'est OK. Mais du coup, comment est-ce que vous le justifiez? Aujourd'hui, on voit des logos qui sont des logos sans IA, c'est-à-dire qu'il y a des contenus où il y a une banderole, où il y a presque un certificat qui dit c'est un contenu où il n'y a pas d'IA dans ce contenu, comme si c'était un label bio, en fait, quelque part, genre bio sans IA. Et bien là, c'est OK, parce que ces personnes-là décident de ne pas suivre le mouvement de l'intelligence artificielle, mais elles le transforment de manière à en faire une opportunité, c'est-à-dire c'est un contenu authentique avec mon label bio de l'IA. Donc, en conclusion globale de cette partie sur le marché, donc qui englobe la concurrence, les tendances et le comportement de vos clients, c'est que c'est essentiel de rester à l'écoute de son marché pour pouvoir continuer à vendre avec facilité. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps suivre les tendances, de tout le temps suivre les nouveaux comportements clients, de tout le temps suivre les innovations de votre concurrence, mais de savoir ce qui se fait pour ensuite, si à un moment vous faites des choix différents, savoir pourquoi et comment vous le justifiez dans votre manière de communiquer, dans votre manière de vous présenter, mais toujours rester alerte du contexte dans lequel vous évoluez. Donc ça, c'était pour notre deuxième gros pilier qui était le marché. On a parlé de l'économie et du marché. Ensuite, j'arrive à mon troisième et dernier pilier, qui est pour moi le plus important et celui aussi sur lequel on a le plus de mainmise et le plus de possibilités d'action, qui est la responsabilité de l'entrepreneur. Il faut bien comprendre que quand on dit c'est plus compliqué de vendre en 2024 et que je vous réponds oui, que il faut intégrer que c'est fini le Covid et que surtout c'est fini l'espèce d'âge d'or de la vente en ligne auquel on a eu le droit pendant et juste après le Covid. Ça, c'est fini. Sauf que quand on s'est lancé juste avant le Covid ou pendant le Covid, cet âge d'or, c'est un peu devenu notre norme parce que c'est la seule métrique, c'est la seule chose qu'on connaissait, c'était le seul référentiel qu'on avait. Et donc, du coup, on se dit en 2024, ouais, c'est plus difficile de vendre. Mais non, en fait, c'est normal.
Là, vous expérimentez juste quelque chose de normal. Sauf que votre référentiel n'est pas le bon parce que votre référentiel est celui du Covid pendant lequel les ventes étaient dopées à fond, tout simplement parce que les gens étaient chez eux, ils avaient moins de choses à faire ou alors étaient beaucoup plus disponibles en ligne pour acheter. Et j'utilise cet exemple parce que je sais que beaucoup d'entre vous comptez sur le digital, les réseaux sociaux, Internet pour vendre vos produits et vos services. Donc, il faut se rentrer en tête en premier lieu que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la normalité, selon moi. Peut-être teinté un petit peu avec l'inflation, la crise, mais très légèrement. Mais que surtout, il ne faut pas comparer ça à une période dans laquelle on a tous plus ou moins bien vendu, mais qui n'est pas la norme, qui était une période vraiment exceptionnelle. Et donc là, on rentre dans une ère qui est la normalité, mais une ère où il faut comprendre, et là je vous botte les fesses, mais qu'il faut se mettre à travailler, qu'il faut accepter que réussir et vendre, ça prend du temps. Ça prend de l'énergie et c'est pas quelque chose de magique. On actionne 3 stratégies Instagram et pouf, l'argent tombe sur le compte bancaire et les notifications Stripe s'enchaînent. Et comprendre que malgré tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où on communique beaucoup sur l'argent facile, le fait de faire énormément de chiffres très rapidement, etc. Bah en fait, non, faire de l'argent, c'est pas facile. Et oui, si vous voulez beaucoup d'argent, bah, il va falloir beaucoup travailler et beaucoup faire d'efforts. Et ça, c'est un discours, je sais, qui ne plaît pas beaucoup quand je le dis. Il y a plein de gens qui me disent, mais non, mais ça peut être fait de manière simple et le slowpreneuriat, etc. Plus j'avance dans l'entrepreneuriat, plus mon discours devient de plus en plus rigide sur ce sujet-là, où vraiment je n'en démords pas de tous les exemples que j'observe autour de moi. Quand on veut beaucoup de résultats, il faut beaucoup travailler. Point. Au bout d'un moment, il faut aussi dire les choses. Donc ça, c'est la première chose par rapport à la responsabilité de l'entrepreneur. Il faut accepter qu'on entre dans une ère post-Covid qui est la normalité aujourd'hui où il faut travailler. Deuxième chose dans ce pilier de responsabilité de l'entrepreneur, c'est qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de place pour l'amateurisme. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai pris conscience très récemment. Je le savais déjà, mais je l'ai vraiment vécu et expérimenté. C'est qu'il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs. Les marchés grossissent, les gâteaux grossissent, mais il y a quand même de plus en plus de monde. Et les clients deviennent de plus en plus exigeants parce qu'ils ont plus l'habitude d'acheter en ligne, entre autres. Et donc, il y a moins de place pour les amateurs ou les gens qui ne sont pas compétents dans ce qu'ils font. Et quand je parle d'amateurisme ou de compétences, je parle en termes de compétences métiers, c'est-à-dire votre métier passion. De base, ça peut être graphiste, naturopathe, coach, etc. Mais aussi compétences en termes d'entrepreneuriat. Tout ce qui est communication, marketing. Il y a quelques années, quelqu'un qui avait un marketing OK, parce qu'il faisait du marketing, se différenciait déjà beaucoup de ses concurrents parce qu'il avait quelques notions de marketing. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde en a et que si on ne fait pas un très bon marketing, on a du mal à se différencier. Ce qui constituait vos éléments différenciateurs et vos forces il y a quelques années, aujourd'hui, ça devient la norme. Et ça fait partie des évolutions du marché où ce qui faisait de nous des boss, des gens talentueux à une époque, aujourd'hui, ça devient des standards minimums à avoir si on veut ne serait-ce que pouvoir jouer le jeu de l'entrepreneuriat. Donc, il y a moins de place pour l'amateurisme en termes de compétences métiers, mais il y a aussi de moins en moins de place pour l'amateurisme en termes d'entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je vous répète constamment, formez-vous sur la communication, le marketing, l'entrepreneuriat, le pilotage d'entreprise. Ne vous improvisez pas entrepreneur. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de place pour le « ouais, je me lance, puis on verra bien au fur et à mesure ». Pourquoi pas? Évidemment, encore une fois, on trouvera toujours des contre-exemples, mais force est de reconnaître que ce qui va fonctionner pour vous, c'est d'avoir dès le début les bons réflexes, des bonnes bases professionnelles. Et donc, ma première pré-conclusion avec tout ce qu'on vient de dire depuis le début de cet épisode, c'est que aujourd'hui, quand on se dit j'ai plus de mal à vendre en 2024 que les années précédentes, c'est de savoir faire la part des choses, savoir trouver le bon équilibre entre l'économie et la manière dont ça influe sur votre capacité à vendre, le marché et la manière dont ça influe sur votre capacité à vendre et la manière dont vous gérez votre business. Et de vous demander pour chacun de ces piliers, quelle est ma part de responsabilité, où sont les opportunités, qu'est-ce que je peux faire. Alors, si je dois devenir un petit peu plus concrète, parce que là, c'est bon, je vous ai fait un cours de marketing ou d'économie ou de sociologie, je ne sais pas trop, mais si je dois rentrer un petit peu plus dans le concret, qu'est-ce qu'on fait quand on a du mal à vendre? La première question à vous poser, c'est de reprendre chacun de ces 3 piliers et de vous dire comment est-ce que je m'adapte. Prenez le pilier économie, posez la question, OK, c'est quoi l'économie dans le pays dans lequel je vends ou dans les pays dans lesquels je vends? Et comment je m'adapte à ça? Est-ce que c'est une économie au top et auquel cas je peux mettre à fond des efforts en termes de marketing, de com et vendre? Ou est-ce qu'au contraire c'est une économie en difficulté et auquel cas c'est peut-être des opportunités de création de nouvelles offres, d'adaptation des offres existantes ou moi de mon modèle de communication? Deuxième pilier, le marché, concurrence, tendance, comportement client. Comment est-ce que je m'adapte à ça?
Quelles sont les décisions que je prends en toute connaissance de cause? Et ensuite, pareil, pour la part de responsabilité d'entrepreneur, là, il y a une question qui est un peu une question de coaching, un peu une question percutante à vous poser, donc ouvrez bien vos oreilles. Qu'est-ce qui fonctionnait avant, auquel je me rattache toujours aujourd'hui et qui me tire vers le bas? Je répète la question à vous poser. Qu'est-ce qui fonctionnait avant, auquel je me rattache toujours aujourd'hui et qui me tire vers le bas? Sous-entendu en termes de vente, bien évidemment. Donc voilà, l'idée, c'est que quand on trouve qu'on a plus de mal à vendre en 2024 que les autres années, de savoir se responsabiliser sur chacun de ces piliers et surtout de se demander où est-ce que j'ai une opportunité d'action, d'évolution et de performance, VS, qu'est-ce qui n'est pas de ma responsabilité, où est-ce que je dois aussi accepter de lâcher prise. Et pour conclure cet épisode de podcast avec des exemples encore plus concrets, j'aimerais vous donner un petit peu, moi, les pistes d'amélioration pour augmenter votre facilité à vendre, que moi, je compte bien implémenter aussi dans The Bee Boost, auquel je crois vraiment. Donc, c'est très axé service, ce que je vais vous dire en termes de conseils. Donc, désolé pour tous ceux qui vendent du produit physique, vous pouvez quand même vous en inspirer. Donc, tout ça, c'est tiré de mes expériences et de mes ventes de ce début d'année 2024. Je constate dans un premier temps qu'avec la montée d'exigence des clients, des consommateurs, la bonne réponse à ça, c'est tout ce qui est ultra personnalisation, suivi et accompagnement. Donc, c'est dommage pour ceux d'entre vous qui voulaient être tranquilles de leur côté, pas trop parler à des personnes et pas être trop dans l'accompagnement, le suivi, etc. Malheureusement, le marché, la tendance actuelle, c'est de fournir un accompagnement, voire même de faire avec, donc le fameux done for you ou done with you, plutôt que de laisser les gens se débrouiller en autonomie. Encore une fois, à remettre dans le contexte et le cadre chacun de votre business, votre thématique, votre industrie. Mais en tout cas, avec cette montée d'exigence, il y a aussi une montée de demande de suivi d'accompagnement et d'ultra-personnalisation. Ensuite, deuxième chose que j'ai repérée, c'est quand même aujourd'hui l'économie qui fait qu'il y a un budget qui est restreint. Ça, c'est une réalité. Je l'ai vu sur le lancement de la BSB Academy. J'ai parlé à des dizaines de personnes qui n'ont pas pu rejoindre le programme parce que financièrement, ça ne passait pas. Elles ont essayé de faire tout ce qu'elles pouvaient. J'ai même des personnes qui m'envoyaient des messages toutes les 10 minutes en me disant « J'ai appelé telle personne pour avoir la somme d'argent, j'ai appelé telle personne, j'ai appelé la banque, j'ai essayé de faire un crédit, mais on m'a dit non. » Enfin, vraiment des personnes qui ont démontré leur motivation à rejoindre le programme, mais qui ne pouvaient pas financièrement et avec qui on s'est dit sur la fin, l'idée n'est pas non plus de se mettre en difficulté financière, mais j'ai senti que le budget était aujourd'hui une vraie contrainte par rapport au fait de faire certains achats. Donc, les personnes font beaucoup plus attention à leur budget, parfois ne l'ont pas, et quand ils font un investissement, ils ont encore plus qu'avant l'impression de devoir en avoir pour leur argent. Donc l'opportunité pour nous autres entrepreneurs avec ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à justifier nos tarifs pour que les personnes aient l'impression d'en avoir pour leur argent. Et pour toutes les personnes qui sont en train de se dire non, mais il ne faut pas justifier ses tarifs, etc., etc., qu'est-ce que tu entends par là? J'ai enregistré un épisode de podcast où on parle de ça et je vous dis exactement comment le faire. C'est l'épisode 269 et je vous le mettrai évidemment aussi en description de cet épisode de podcast. Donc, il faut savoir traiter les objections sur l'argent. Il faut savoir aussi faire la différence entre les gens qui ont vraiment pas l'argent, même s'ils ont très envie d'investir chez vous, et ceux dont c'est juste une objection parce qu'ils n'arrivent pas à capter la valeur de ce que vous apportez. Troisième chose et troisième point d'amélioration que j'ai relevé pour avoir plus de facilité à vendre en 2024, ça répond à ce point où je vous disais, c'est la fin de l'amateurisme. Il faut vraiment se professionnaliser. Et pour moi, se professionnaliser, l'axe numéro 1 que chacun d'entre nous peut mettre en place, c'est d'arrêter de se disperser. Et je répète, arrêter de se disperser et garder quelque chose de simple en termes de fonctionnement dans son business, par exemple en termes de tunnel de vente, de stratégie de communication, d'accompagnement, d'offres, etc. Mais qui soit dans l'excellence. Garder quelque chose de simple et itérer dessus jusqu'à le rendre excellent. Que ce soit dans vos livrables, dans votre contenu gratuit, dans la manière dont vous accompagnez vos clients, dans vos tunnels de vente, aussi simple soit-il. Quand je dis tunnel de vente, ça fait très mystérieux, stratégique, mais par exemple, juste mettre un lien vers une prise de rendez-vous téléphonique, un lien calendrier dans votre bio sur les réseaux sociaux, et que quand les gens après ils prennent un appel avec vous et que vous les closez sur votre offre ou votre accompagnement, ça s'appelle un tunnel de vente, même s'il n'y a qu'une étape dedans. Donc ça n'a pas forcément besoin d'être des choses ultra complexes en 10 étapes. Donc professionnaliser, simplifier et itérer jusqu'à être dans l'excellence. Voilà un petit peu pour mes recommandations. Donc ultra personnalisation, suivi accompagnement, justification des tarifs pour que les personnes aient l'impression d'en avoir sur leur argent et surtout professionnaliser et entrer dans l'excellence, arrêter l'amateurisme. Et avec tout ça, j'ai quand même envie d'apporter une dernière nuance qui est là, je vous ai donné les conseils qui pour moi me semblent essentiels, mais il faut aussi savoir faire la part des choses entre
ses envies à soi et les besoins de ses clients et de trouver un juste équilibre entre les deux. Dans le sens où je ne vous demande pas de renoncer à tout ce qui est important pour vous en termes de valeur entrepreneuriale pour vous caler sur ce que je viens de dire. Par exemple, je ne vous demande pas si vous détestez être en contact avec les gens et détestez faire de l'individuel, de le faire. Et à l'inverse, il faut aussi savoir que des fois, on va mettre de l'eau dans notre vin par rapport à ce qu'on aime ou ce qu'on aime moins faire pour aussi se caler aux besoins de son marché, aux besoins de ses clients. Donc c'est un vrai exercice d'équilibriste à trouver entre qu'est-ce que je veux moi, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi que j'aime en termes de quotidien, de lifestyle, mais aussi c'est quoi la réalité du marché et au bout d'un moment, quelle est ma part de responsabilisation pour caler aux besoins du marché tout en respectant mes besoins de base. Et parfois, trouver l'équilibre entre les deux va vous demander de faire des compromis d'un côté ou de l'autre. Voilà les amis sur ce que je pouvais vous dire par rapport au fait de vendre en 2024. Est-ce que c'est plus difficile de vendre? Vous avez ma réponse, vous avez le pourquoi, le comment et mon analyse en long, en large et en travers. J'espère que cet épisode non seulement vous aura plu, mais aussi vous aura apporté des pistes de réflexion, voire même peut-être des idées. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!